bonjour, je suis le docteur Jacques Lemoulinier, médecin nutritionniste, et je m'occupe depuis plusieurs années de médecine esthétique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui intéresse toutes les femmes dans vos clientèles, la cellulite, et plus particulièrement son traitement par l'électrolipolyse, qui est maintenant un traitement reconnu par le corps médical, puisqu'il a un recul d'environ 6 ans, tant avec des aiguilles électrodes qu'avec des électrodes auto-adhésives. Avant tout, nous allons définir ce qu'est la cellulite. La cellulite est, comme vous le savez, une disgrâce esthétique localisée essentiellement au bassin et aux membres inférieurs, déterminant la fameuse culotte de cheval, voire même ce que l'on appelle la culotte de zouave quand elle descend jusqu'aux chevilles. Le terme cellulite, consacré par l'usage, date de la fin du XIXe siècle. Il est bien sûr impropre pour les médecins, car il évoque un processus inflammatoire qui n'existe pas dans le tissu cellulitique. Pour les médecins et pour les paramédicaux, il est plus logique de parler de lipodystrophie localisée. Comment arrive cette cellulite? Quelles sont ses causes déclenchantes? Elles sont doubles. D'une part, une cause hormonale. Cette cause hormonale est normale. Il s'agit tout simplement, à la puberté, du déplacement immuable sous l'effet des hormones féminines, oestrogènes, folliculines, progestérone, des adipocytes vers le bas du corps, entraînant l'aspect gynoïde. Ce déplacement s'accompagne d'une augmentation de la masse grasse. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe chez l'homme. Nous avons un déplacement vers le haut et où nous avons une diminution de la masse grasse. La deuxième cause déclenchante de la cellulite est héréditaire. En effet, cet aspect hormonal normal chez la femme peut être majoré par une hérédité particulière, et nous connaissons bien sûr l'hérédité méditerranéenne. Toutes les ethnies qui bordent le pourtour méditerranéen ont volontiers une morphologie de type bréviligne, avec un bassin élargi et une tendance particulière à la cellulite. Mais précisons que la cellulite reste un phénomène purement esthétique. Il n'y a là aucune maladie. Il y aurait même pour ces femmes-là un mieux qu'elles n'admettent pas, mais il est vrai que sur le plan biologique, on constate une biologie particulièrement normale avec un aspect prédictif de bonne santé. Et on pense également aujourd'hui que les graisses cellulitiques seraient des graisses de réserve pour la lactation chez la femme allaitante. Donc, quelque chose de tout à fait normal, mais qui, sur le plan esthétique, bien sûr, n'est pas admis par les femmes. À ces causes cellulitiques déclenchantes, il existe des causes et des facteurs aggravants. Ces facteurs aggravants sont multiples. D'une part, un facteur circulatoire, insuffisance vasculaire. Beaucoup de femmes qui ont de la cellulite ont également les jambes lourdes, insuffisance lymphatique également. Le facteur alimentaire, bien sûr. Il est évident, et nous le verrons plus tard, qu'une alimentation désordonnée va aggraver le phénomène cellulitique. Et puis un facteur que l'on peut appeler toxi-infectieux. Abus d'alcool, abus de café, abus de tabac, hyperlipémie, hyperglycémie vont entraîner une majoration de la cellulite. Enfin, des facteurs psychiques, psychologiques, le stress, et bien sûr des facteurs liés au mode de vie, notamment la sédentarité. Voilà ce qui peut provoquer une cellulite. Que voyons-nous en examinant une personne porteuse de cellulite? Tout d'abord, l'aspect clinique le plus simple. Augmentation d'épaisseur du tissu, augmentation de consistance, augmentation de sensibilité, augmentation de la mobilité, diminution de la mobilité par adhérence au plan profond. Toutes ces anomalies vont entraîner le phénomène de peau d'orange bien connu. Par ailleurs, nous avons un aspect physiopathologique largement vu maintenant après les examens extemporanéens. Augmentation de la perméabilité vasculaire avec un lymphœdème important. Augmentation et renforcement du réseau fibrillaire qui a pour conséquence une fibrose. Remaniement conjonctif avec micronodules qui vont entourer comme une gangue les adipocytes, empêchant leur activité normale. Enfin, on a noté plus récemment que les adipocytes des régions péritropantériennes, donc des régions cellulitiques,
avait tendance à prendre des tailles gigantesques. Pour bien connaître le mécanisme de l'électrolipolyse, il est important de connaître le métabolisme de l'adipocyte, puisque nous allons traiter avec l'électrolipolyse directement la cellule de graisse. Le métabolisme de l'adipocyte, il est double. D'une part, une lipogénèse, donc il va fabriquer de la graisse, et d'autre part, une lipolyse. Examinons successivement ces deux aspects. La lipogénèse, elle est contrôlée par la lipoprotéine lipase, qui est sensible aux influences nutritionnelles et hormonales. Cette lipogénèse est également activée par la suralimentation, alors qu'elle est freinée par le régime hypocalorique. On a constaté également que sauter des repas, ça nous le savions, ne sert strictement à rien. En effet, si on saute des repas, eh bien, cette lipogénèse va encore s'accélérer, alors qu'elle a tendance à se réduire si on fait plusieurs repas par jour. La lipogénèse est contrôlée par l'insuline, hormone pancréatique que vous connaissez bien. Cette insuline a pour but de faire pénétrer le glucose dans la cellule, d'augmenter la transformation du glucose en acide gras, d'inhiber la triglycéride lipase qui a un effet lipolytique, et de neutraliser l'effet lipolytique du cortisol et des catécholamines. La lipolyse, c'est tout à fait l'inverse. Elle est sous le contrôle d'une enzyme hormonodépendante appelée la triglycéride lipase, qui est elle-même sous le contrôle du système neurovégétatif et tout particulièrement des catécholamines qui nous intéressent directement dans l'effet neurochimique de l'électrolipolyse. Le schéma d'action est classique. Les catécholamines vont stimuler l'AMP cyclique, puis par la suite activer la protéine kinase, la triglycéride kinase, et venir agir sur les récepteurs bêta-adrénergiques des adipocytes, entraînant ainsi une lipolyse. Alors, quel est le concept de l'électrolipolyse, donc du traitement moderne de la cellulite? Nous avons vu que le tissu cellulitique est caractérisé par une fibrose, par une augmentation de la masse grasse avec diminution de la lipolyse et par une hyperhydratation de la substance fondamentale du derme. Par ailleurs, hormis un aspect génétique particulier, la cellulite est augmentée par divers facteurs aggravants. Donc, il faut interrompre le processus de formation des lipodystrophies en agissant sur les facteurs alimentaires et circulatoires. Il faut réactiver la lipolyse au niveau des adipocytes. Des travaux anciens ont montré l'effet du courant électrique dans la stimulation de la lipolyse, notamment par l'augmentation de la production des catécholamines. Il a donc paru intéressant d'appliquer au tissu des différences de potentiel à l'aide d'électrodes cutanées ou transcutanées, et ce, dans le but d'une part de stimuler la lipolyse, d'autre part d'utiliser les effets propres à l'électrothérapie que je vais vous rappeler maintenant. Nous savons que les courants galvaniques ou faradiques ont un effet anti-inflammatoire, un effet Joule, qui est un effet thermique qui va entraîner notamment la vasodilatation et l'ouverture des shunts artério-capillaires, un effet énergétique qui joue un rôle sur la dépolarisation cellulaire, qui fait travailler cette cellule, un effet mécanique, enfin un effet d'électrolyse des protéoglycanes acides du derme, puis bien sûr l'effet neurochimique lié à l'électrolipolyse. Il faut noter que l'électrolipolyse entre dans le cadre d'un traitement global, avec notamment une approche nutritionnelle et la surveillance de l'équilibre hydrosodé. Car pour qu'un courant passe bien, il faut un milieu bon conducteur et par conséquent un bon équilibre électrolytique, en particulier un bon équilibre entre l'eau et le sel. Donc, à ce traitement électrique, on associera volontiers un régime alimentaire qui veillera à maintenir bien sûr un équilibre hydrosodé normal. Si on a une impression de peau déshydratée, si on n'est pas sûr que la patiente boit normalement et mange normalement salé, il conviendra de pratiquer un bilan hydrosodé urinaire très simple en faisant le calcul du rapport sodium sur potassium qui doit être constamment supérieur à 1. Puis, nous adopterons une alimentation diététique. Celle-ci est assez classique. Diminution des graisses alimentaires, supplémentation protidique. Cette supplémentation doit être comprise entre 0,25 à 0,50 g
par kilo de poids et par jour. Donc pour une alimentation de régime, environ 1,25 g à 1,50 g de protéines par kilo de poids et par jour est convenable. Bien sûr, nous diminuerons les glucides et nous aurons un régime globalement hypocalorique. Ce régime se fera à titre curatif, mais également à titre préventif, car nous savons aujourd'hui que s'il y avait une alimentation désordonnée, on pourrait avoir une fabrication d'adipocytes à partir de cellules pré-adipocytaires. C'est une notion également récente. S'il n'y a pas de surcharge pondérale, le régime sera donc quand même donné, et en cas de surcharge, on commencera par un régime. Il est évident que l'électrolipolyse n'est pas un traitement de l'obésité. Nous savons tous que l'obésité peut être associée à la cellulite, mais que la cellulite peut exister sans obésité. Pour savoir s'il y a une surcharge pondérale, il est tout à fait facile aujourd'hui de calculer ce que l'on appelle le BMI, ou Body Mass Index, en français indice de masse corporelle, qui est égal au rapport entre le poids et la taille au carré, le poids étant exprimé en kilos et la taille étant exprimée en mètres. La formule normale doit nous donner un résultat compris entre 19 et 23 pour les femmes, entre 21 et 25 pour les hommes, mais les hommes souffrent rarement de cellulite. Nous allons pouvoir maintenant, après avoir vu cette théorie, envisager l'appareillage et la technique. Après avoir envisagé les modalités théoriques de l'électrolipolyse, nous allons voir la technique et l'appareillage sur un plan plus pratique. Pour l'électrolipolyse, nous utilisons un appareillage électronique, automatique, et aujourd'hui même télécommandé dans certains cas. L'électronique a permis de réduire au maximum les manipulations de l'appareil et permet une gestion quasi automatique du soin. Quel courant employons-nous? Dans tous les appareils d'électrolipolyse, il doit exister un courant unidirectionnel de basse fréquence, en général réglé par ordinateur. Ce courant est de faible intensité, l'intensité étant dépendante uniquement de la patiente, puisque nous la réglerons en fonction de chaque patiente. La différence de potentiel est de 12 volts, et cette intensité ne dépasse jamais 3 à 4 milliampères. Le courant est transmis au tissu au moyen de deux types d'électrodes. Les médecins utiliseront volontiers des électrodes aiguilles stériles à usage unique de 12 cm de longueur, très souple, et nous allons voir les modalités de pose dans un instant. Depuis un peu plus d'1 an, la technique est accessible également aux paramédicaux et tout particulièrement aux kinésithérapeutes et aux infirmières grâce à l'utilisation d'électrodes en polymère. Ces électrodes de forme aiguille sont auto-adhésives et sont munies d'un gel bactéricide. Elles conduisent entièrement le courant et ont le meilleur résultat possible. Il n'y a pas de différence fondamentale avec les aiguilles, si ce n'est le nombre de séances. Avec les aiguilles, on considère que 6 à 8 séances à raison d'une séance d'1 heure par semaine seront suffisantes. Avec les électrodes, compte tenu de la barrière cutanée, il faudra compter 8 à 12 séances, mais les résultats seront identiques. Nous allons maintenant envisager la pratique sur une patiente. La patiente que nous avons aujourd'hui a déjà été examinée. Elle ne présente à l'évidence aucune surcharge pondérale, mais simplement un peu de cellulite sur les régions péri-trochantériennes, et c'est celles-ci qui vont nous intéresser. Nous constatons que ces régions péri-trochantériennes sont bien hydratées, et il n'y a donc pas de problème sur le plan des électrolytes, et le traitement aura un très bon effet. Avant de commencer, surtout pour les aiguilles, il est tout à fait utile de mettre des gants stériles. Les aiguilles étant stériles, c'est tout à fait nécessaire, et leur finesse est assez gênante quand on n'a pas de gants, ce qui permet de mieux les tenir. Au préalable, nous allons désinfecter la peau dans la zone d'implantation des aiguilles. Il convient de prendre l'aiguille
à environ 2 cm de son extrémité. Puis de presser la peau, ainsi que je le fais, et d'enfoncer l'aiguille très légèrement. Celle-ci doit se trouver environ à 3 ou 4 mm de profondeur. Ensuite, il suffit de la pousser dans le tissu graisseux. La technique est normalement indolore. La deuxième électrode sera placée en parallèle à environ 3 à 4 cm de la précédente. Même technique, on place l'électrode et on pousse par impulsion légère dans le tissu. Il convient ensuite de relier ces aiguilles à l'appareil au moyen de pinces crocodile. Ceci se fait de façon très simple. Ensuite, on va envoyer le courant. Cet appareil étant télécommandé, tout se fait par télécommande. Et on va envoyer le courant dans l'appareil en fonction de ce que ressent la patiente. Dès qu'une sensation de picotement apparaît, il est normal d'arrêter. Il n'est pas utile d'aller plus loin et jamais utile de faire mal. Quand le courant passe, le traitement est correct. Cette pratique avec les aiguilles est réservée aux médecins. Nous avons donc mis au point, pour les kinésithérapeutes et pour les infirmières, une technique similaire avec l'électrode percutanée. Ces électrodes autocollantes se placent exactement comme les aiguilles, au niveau des zones graisseuses. On les place également par paire à environ 3 cm d'écart. On les reliera à l'appareil exactement de la même façon que pour les aiguilles. Le branchement peut se faire soit à la partie extrême de l'électrode, soit également en son milieu. Ces électrodes à usage infirmier ou kinésithérapique sont des électrodes qui resservent plusieurs fois, contrairement aux aiguilles qui sont à usage unique. Elles ont une utilisation d'environ 14 ou 15 séances au minimum. Il suffit de les réhumecter quand elles collent un petit peu moins. La technique est totalement indolore et bien sûr nous ne pouvons pas utiliser aiguille et électrode en même temps car les courants sont légèrement différents. Étant donné la position externe de l'électrode auto-adhésive, nous avons dû modifier légèrement les impulsions du courant, ce qui fait que jamais on ne doit avoir, comme ici sur le sujet, électrode et aiguille, puisque les appareils ne peuvent pas délivrer deux courants différents dans la même séance. La séance dure 1 heure et elle se reproduira 1 fois par semaine. Au bout de 6 à 8 séances, avec les aiguilles, on peut arrêter le traitement. Il y aura un effet rémanent pendant 4 à 5 semaines. Pour les électrodes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu plus long, environ 8 à 12 séances. Les effets sont quasi immédiats. Dès la 2e séance, on aura une amélioration de la sensibilité du tissu. Très rapidement également, amélioration de la texture, comme nous l'avons dit, avec notamment une diminution de la peau d'orange. Puis, au bout de la 3e ou 4e séance, commence la diminution centimétrique. On peut obtenir jusqu'à 4 ou 5 cm de perte sur un tour de cuisse. Nous avons vu l'implantation des aiguilles sur la partie latéraux-externe de la fesse, de la cuisse. Nous allons maintenant voir qu'il est tout aussi simple de les placer au niveau de la fesse. Les aiguilles peuvent être placées dans tout le tissu cellulitique et par conséquent, on peut également les placer au niveau de la partie interne du genou par exemple, ou encore sur l'abdomen.
En fonction de la cellulite, on n'est pas obligé de rentrer complètement l'aiguille. Si le tissu le permet, on peut la rentrer jusqu'à la garde. Dans d'autres cas, et notamment au niveau des genoux où ça peut être plus douloureux, on peut laisser une partie extérieure. Il n'y a aucun risque de court-circuitage entre les aiguilles. Comme tout à l'heure, nous allons placer une deuxième aiguille. La technique de pose doit être indolore. Nous constatons que le sujet ne bouge pas. Comme tout à l'heure, nous allons pouvoir relier les aiguilles électrodes à l'appareil d'électrothérapie. On travaille toujours en bilatéral. En général, on placera 6 électrodes d'un côté et 6 électrodes de l'autre. On peut également traiter les hanches et le ventre. Au niveau du ventre, les aiguilles seront positionnées de façon perpendiculaire à la ligne blanche. Avec les aiguilles, il est fortement déconseillé de traiter les chevilles. Cette technique est réservée soit aux praticiens ayant une très grande habitude, notamment aux phlébologues ou aux acupuncteurs qui connaissent particulièrement les emplacements des aiguilles et qui ont une très bonne pratique, mais il est préférable dans ces zones d'utiliser essentiellement les électrodes auto-adhésives compte tenu de l'étroitesse de la cheville et de l'importance du paquet vasculo-nerveux qui la traverse. Les électrodes auto-adhésives sont encore d'un emploi plus facile que les aiguilles et surtout on peut les mettre dans des positions totalement différentes. Ainsi, pour traiter une cuisse, il est possible de les mettre très facilement en transversale. Toujours par paire, toujours séparés d'environ 3 cm, avec le même système d'attache que nous avons vu précédemment. Elles peuvent se placer partout sur le corps, fesses, cuisses, chevilles, abdomen, sans aucun problème. Il est intéressant de noter que cette technique d'électrolipolyse peut très facilement s'associer avec le drainage lymphatique. Et cette association est de très bonne aloi. En effet, nous avons vu tout à l'heure dans la théorie que si la cellulite était constituée de cellules de graisse géantes, il y avait également une très forte composition d'hyperhydratation de la substance fondamentale. Et le drainage lymphatique est parfait pour traiter cette hyperhydratation. Le résultat n'en sera qu'accéléré. Cette technique est donc particulièrement conseillée aux kinésithérapeutes qui pratiquent déjà le drainage lymphatique. On peut également y associer, dans le cas d'un traitement le plus complet possible, des séances de physiostimulation. En effet, très souvent dans le tissu cellulitique, il y a un relâchement musculaire et tissulaire, et la physiostimulation aura un effet bénéfique. Comment moduler ces traitements? Eh bien, en général, on commence par l'électrolipolyse, 1 heure par semaine, et on peut immédiatement faire suivre d'une séance de drainage lymphatique manuel ou électronique qui va durer environ 45 minutes. Si la patiente, pour des raisons pratiques, n'a pas le temps de faire suivre la séance de drainage lymphatique, on peut bien sûr la reporter dans la semaine. On commence toujours par l'électrolipolyse, puis drainage lymphatique et ensuite physiostimulation. Avant de conclure sur l'électrolipolyse, je dois vous donner les contre-indications, ou plutôt les non-indications de la méthode, qui sont peu nombreuses. Bien sûr, les pathologies organiques graves en traitement ou non traitées seront exclues. Les états cutanés particuliers, eczéma important, mycose, télangiectasie multiple, les appareillages métalliques, prothèses, clous, plaques. Nous ne traitons pas les femmes enceintes ni les enfants. Rappelons également qu'on ne traite pas les obèses. L'électrolipolyse n'est pas un traitement de l'obésité. Elle est un traitement uniquement de la cellulite et de l'hypodystrophie localisée. En conclusion, l'électrolipolyse repose sur une prise en charge globale de l'individu, associant la mise en place d'un cadre hygiéno-diététique particulier, le respect d'un équilibre des apports hydrosodés et une stimulation locale par électrothérapie transcutanée ou percutanée. On notera que les résultats sont bons dans plus de 75% des cas, voire 90% dans l'aspect tissulaire, avec une diminution de la peau d'orange, une diminution de la sensibilité dans le cas de cellulite douloureuse et une diminution de la consistance avec assouplissement du tissu.
L'électrolipolyse n'entraîne pas une perte de poids, comme nous le voyons dans nos études statistiques, mais seulement une perte en volume. Elle est aujourd'hui le traitement médical de choix des lipodystrophies localisées. Je vous remercie de votre attention. Dans le cadre des traitements esthétiques par électrothérapie, il est intéressant d'envisager le traitement des rides et plus globalement le traitement du vieillissement du visage. Nous savons que le vieillissement du visage et l'apparition des rides est tout à fait inéluctable, lié d'une part à la diminution de l'élasticité des fibres d'élastine, à la perte en fibres de collagène et également à l'affaissement des masses musculaires qui vont entraîner des rides de différents types. Deux traitements principaux peuvent être envisagés dans le traitement des rides par électrothérapie. L'électroridoponcture qui a tendance à être abandonnée car elle peut donner des pigmentations résiduelles, et l'électroridolyse directement issue des techniques de myolift. L'électroridolyse a pour but de restimuler tout le système musculo-aponeurotique superficiel, c'est-à-dire le SMAS. Nous n'aurons pas une approche du traitement de la ride comme avec le collagène par exemple, où on se contente d'un remplissage de la ride, mais nous allons avoir un effet de lifting musculaire global tout à fait intéressant. Bien sûr, ces techniques d'électroridolyse n'ont pas l'effet spectaculaire d'un lifting chirurgical, mais elles peuvent être employées fréquemment, elles sont indolores et elles sont tout à fait répétitives. Leur intérêt est parfait, notamment chez les femmes de moins de 40 ans, et elles donnent les meilleurs résultats. Elles peuvent être également complémentaires d'un lifting dans le cadre d'un entretien de ce lifting à peu près 6 à 8 mois après l'intervention chirurgicale. Ces techniques d'électroridolyse se font en général au moyen d'appareils d'électrothérapie similaires à ceux utilisés dans l'électrolipolyse et parfois ce sont les mêmes. Bien sûr, le courant est différent. Nous aurons un courant d'intensité également très faible, de l'ordre de 2 mA, d'une différence de potentiel de 6 volts, et c'est toujours un courant faradique de stimulation. Le courant est transmis à la peau au moyen d'électrodes extrêmement petites, aiguilles, qui sont sous emballage stérile et évidemment également à usage unique. Nous envisagerons tout à l'heure la mise en place de ces électrodes. Toutes les rides du visage peuvent être traitées. Les rides de la patte doigt, ici, les plis nasogéniens, les rides frontales, et nous allons pour cela placer les aiguilles au point de stimulation musculaire, donc de façon adéquate. Chaque appareil étant bien sûr muni d'un manuel avec une cartographie spéciale rappelant l'anatomie du visage, bien souvent oubliée. Tout comme pour l'électrolipolyse, l'électroridolyse nécessite la désinfection de la peau, à l'emplacement des aiguilles, l'absence de maquillage bien sûr, et l'utilisation de gants stériles, car les aiguilles sont également des aiguilles stériles à usage unique. Celles-ci sont extrêmement petites, elles font 1/2 cm de long et à peine 0,2 de millimètre d'épaisseur. Elles seront placées à 45 degrés au niveau de la peau. Nous allons ici placer l'une au niveau de l'arcade sourcilière. Une deuxième la pose est tout à fait indolore. Il suffit ensuite de relier les aiguilles électrodes à l'appareil d'électroridolyse, toujours au moyen des pinces crocodile que nous avons vu précédemment. Si les aiguilles tenaient
mal, notamment quand on en met beaucoup, et bien sûr on travaille toujours en bilatéral, il est tout à fait possible de les fixer avec un loco. La pause est extrêmement rapide, elle est indolore, et nous allons faire une séance de traitement de 45 minutes. Il faut compter entre 8 et 10 séances pour un résultat optimal. Tout le visage va prendre un aspect rajeuni. En effet, la ride sera légèrement retendue, mais le fait de stimuler l'ensemble du système musculo-aponeurotique superficiel va entraîner un coup de fouet tonique sur le visage et un véritable effet myolift. De la même façon que pour les rides intersourcilières, nous pouvons traiter les plis nasogéniens avec une implantation des aiguilles un petit peu différente. La technique est toujours aussi indolore. Nous pouvons bien sûr travailler en bilatéral. Et pour cette localisation, il faudra toujours le même nombre de séances et toujours la même durée de séance. Comme on le voit, il n'y a pas de difficulté particulière à la pose de ces aiguilles à usage unique. Il y a de multiples façons d'aborder le problème de la ride et de multiples traitements. Ces traitements seront choisis essentiellement en fonction de l'âge de la patiente, en fonction de sa peau, en fonction du type de ride. Il est bien évident que nous ne pouvons prétendre au même résultat avec l'électroridolyse qu'avec une dermabrasion ou avec un lifting chirurgical. Néanmoins, pour des femmes jeunes, nous pensons que l'électroridolyse est certainement le meilleur traitement quand on veut commencer à entretenir sa peau, donc à titre préventif et à titre curatif au début d'apparition des premières rides. C'est une technique également qu'il est tout à fait utile d'associer aux injections de collagène. En effet, l'injection de collagène va combler le lit de la ride et l'électrolipolyse va nous donner un coup d'éclat général sur le visage. Ça a un effet anti-vieillissement particulièrement bon. Ce n'est qu'au-delà de la cinquantaine que peut-être ce traitement deviendra insuffisant et qu'il faudra l'associer à des techniques un peu plus importantes. Néanmoins, dans les cabinets de médecine esthétique, c'est un appoint tout à fait intéressant du traitement de la ride.